Saint-Guilhem-le-Désert est un village médiéval situé dans le département de l'Hérault. Classé deuxième lors de l'émission télévisée Le village préféré des Français en 2012, il est réputé pour son patrimoine architectural, son ambiance paisible et son environnement naturel exceptionnel. C'est par la fondation d'un monastère au IXe siècle que tout commence. Saint-Guilhem-le-Désert doit son nom à Guillaume, ou Guilhem en occitan, comte de Toulouse et cousin de Charlemagne. Combattant aguerri, il décide d'abandonner les armes pour prendre l'habit de moine. En 804, Guilhem se retire dans le Val de Gélone et y fonde un monastère qui en prend le nom. Après la mort de Guilhem en 812, un véritable culte se développe autour de son corps, rapidement considéré comme saint et d'une relique d'une grande importance, un fragment de la croix du Christ que Guilhem avait reçu en cadeau de la part de Charlemagne. Aujourd'hui, Saint-Guilhem-le-Désert est non seulement un lieu de grande importance historique et religieuse, mais aussi un village pittoresque riche d'une architecture médiévale et d'un environnement naturel spectaculaire attirant des visiteurs du monde entier. Commençons notre petite escapade dans le village. L'église Saint-Laurent, également appelée Fort Saint-Laurent, protégeait l'entrée du bas du village avec un pont-levis sur le Verdu et une porte menant aux berges de l'Hérault. Construite à la fin du XIe siècle dans le style roman, elle possède une nef unique renforcée par des renforts massifs et son abside est intégrée dans une ancienne tour fortifiée. Le Verdu, bien qu'occasionnant des dégâts lors des crues, a longtemps été vital pour l'économie du village. Ce ruisseau permettait d'irriguer les terres cultivées, des oliviers et quelques vignes, le long de ses berges. Il alimentait aussi des moulins, dont l'un abrite aujourd'hui la mairie, construite au-dessus du Verdu. Au Moyen-Âge, le développement de l'abbaye de Gélone attire des habitants de la région. Un village se forme et atteint sa taille actuelle dès le XIIe siècle. De nombreuses maisons y conservent encore leur caractère médiéval. Parmi celles-ci, la plus grande avec sa décoration riche suggère qu'elle appartenait à l'une des familles les plus influentes du village. Son rez-de-chaussée, doté de 3 arcs lombards, servait probablement de maselle, c'est-à-dire un marché. La toiture, prolongée par plusieurs rangées de tuiles appelées génoises, reflète un marqueur social de l'époque. Plus il y avait de rangées, plus le propriétaire était considéré comme prestigieux. L'abbatiale de Gélone, datant du XIe siècle, reflète la période faste de l'abbaye, durant laquelle elle fut entièrement remaniée. Représentative du premier art roman, caractéristique de la région méditerranéenne entre le XIe et le XIIe siècle, l'église se distingue par son chevet, avec une abside centrale dotée de contreforts massifs. À l'intérieur de l'église, la nef surprend par sa simplicité et son dépouillement, mais son architecture révèle une grande majesté. Haute de 18 mètres et étroite de 6 mètres, elle incarne l'art roman pur, sans décoration superflue, ce qui accentue la beauté de ses formes sobres et élancées. Le maître-autel qui trône au-dessous d'une magnifique coupole en cul de four contraste avec la sobriété du décor. La nef, longue de 30 mètres et voûtée en berceau, est soutenue par des arcs doubleaux élégants, créant une impression de verticalité. Dans les collatéraux, au niveau du transept, 2 escaliers mènent à la crypte qui a un plan rectangulaire avec 2 nefs séparées par des piliers. Après sa mort en 812, Guilhem y fut enterré. Sans doute abandonnée lors des guerres de religion, la crypte fut comblée, ses voûtes détruites et son souvenir perdu jusqu'aux récentes fouilles.
De nos jours, les reliques de Guilhem sont conservées dans un reliquaire, placé dans une niche aménagée dans un des piliers du transept nord de l'église. À la Révolution française, l'abbaye, vendue comme bien national, on y installe une filature de coton, puis une tannerie. Le cloître démantelé sous la Révolution, ou peu après, vendu à un maçon, fait office de carrière de pierre. Les sculptures sont alors en grande partie démontées, rachetées par un juge de paix d'Aniane, ville voisine. Vers 1830, son fils les cédera à des antiquaires qui les vendront à leur tour à un collectionneur américain. Elles rejoindront en 1925 le musée des cloîtres du Metropolitan Museum de New York. Sur la place de la Liberté trône un majestueux platane planté en 1855 selon les sources les plus communément admises. Cet arbre, âgé de plus de 160 ans, offre une ombre bienvenue aux habitants et visiteurs pendant les étés chauds. À proximité se trouve une fontaine surmontée d'une statue de Marianne ajoutée au début du XIXe siècle. Perchées sur les hauteurs du Val de Gélone, les ruines du château du Géant dominent Saint-Guilhem-le-Désert. En contrebas, adossée à la paroi rocheuse, se trouve une autre structure surnommée le cabinet du Géant. Ce poste d'observation fut transformé en pigeonnier. Ces constructions datent des XIe et XIIe siècles. La tour des prisons domine les maisons environnantes et constitue la dernière des deux anciennes tours de protection du village encore debout. Au Moyen-Âge, elle faisait partie d'un système défensif particulièrement élaboré. Le bas du village était sécurisé par l'église Saint-Laurent, un pont-levis sur le Verdu et une porte protégeant l'accès depuis les berges de l'Hérault. En haut du village, un rempart fermait le Val de Gélone. L'abbaye elle-même fut renforcée au XVe siècle durant la guerre de Cent Ans par une tour d'observation construite au-dessus de son porche. Nous terminons ici notre visite de Saint-Guilhem-le-Désert, un village riche en histoire et en beauté naturelle. Ce petit film n'a pu couvrir qu'une partie de ce qu'il y a à explorer. Alors pourquoi ne pas prévoir vos prochaines vacances pour découvrir pleinement ce lieu unique et enchanteur ?